Bonjour et bienvenue à tous. Comme vous venez d'entendre, probablement, ce webinaire va être enregistré. Si vous voulez communiquer avec nous, bon, maintenant, je pense que vous avez largement l'habitude, mais vous allez pouvoir poser des questions et des réponses via le chat, et puis après, on fera un petit sondage en fin de webinaire. Allez, on est parti. C'est parti. Donc, pourquoi ces webinaires? Nous en sommes à notre troisième, même quatrième webinaire. Donc, le contexte est lié sur la suite des journées thématiques qu'on a fait en commun en interassociation sur l'intelligence artificielle, où il était fortement question de travailler sur les métiers. Et à l'issue de ça, on a envisagé de mettre en place, d'organiser un hackathon sur les métiers. Nous avons eu des réunions avec le ministère à ce sujet, des réunions en interassociation. Puis, effectivement, la crise, entre-temps, a dû modifier nos projets et le réadapter. Donc, forcément, on pourra voir qu'il y aura très probablement un avant et un après crise sanitaire et un impact sur nos métiers. Parce que bien évidemment, les services numériques d'appui à la formation ont été fortement mobilisés et même secoués. Et c'est une problématique commune à nos trois associations. L'objectif de ces webinaires, c'est effectivement de capitaliser sur nos expériences respectives, que ce soit pour le CIR, le CUM ou l'ANSTIA, et sensibiliser nos gouvernances aux enjeux à venir, tant pour le recrutement que pour l'organisation, pour les outils et infrastructures et l'accompagnement. Donc, on a déjà abordé les thématiques d'organisation et d'outils et infrastructures dans les deux webinaires précédents. Et puis là, on va aborder cette thématique d'accompagnement aujourd'hui. Donc, je me permets de vous rappeler les sujets des webinaires précédents. Donc, on avait commencé la série par un premier webinaire au mois de juillet qui avait pour sujet la traversée de la crise vue de l'intérieur des trois associations. Ensuite, on a poursuivi par un deuxième webinaire, donc le 30 septembre, qui était organisé plus spécialement par le CIR, puisque sur chaque webinaire, il y a une association qui participe un peu plus activement à l'organisation. Donc celui du 30 septembre, organisé par le CIR, concernait l'impact de la crise sanitaire sur les structures du numérique. Le 21 octobre, donc c'était le webinaire 3 qui était donc à l'initiative du CUM et qui concernait cette fois l'impact de la crise sur les outils numériques. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes sur le webinaire 4, donc qui était initialement programmé le 2 décembre, mais que nous avons donc reporté à aujourd'hui et qui concerne cette fois l'impact de la crise sur l'accompagnement. Donc, comme vous l'a dit Claude Isabelle juste avant, on avait prévu donc une journée en interassociation qui permettrait de faire un petit peu la synthèse de ces différents webinaires et puis d'avoir une orientation davantage tournée vers les métiers. Voilà, donc elle est toujours à l'ordre du jour en 2022. Quand, pour l'instant, on n'a pas encore déterminé la date et on doit prochainement se réunir à nouveau en interassociation pour programmer cette journée qui vraisemblablement aurait plutôt lieu sur le deuxième semestre 2022. Alors pour ceux qui ont déjà suivi les premiers webinaires, vous savez que donc c'est porté par ces trois associations et à chaque fois par un binôme mixte qui va se présenter. Et puis après, vous aurez nos intervenants qui ont accepté de témoigner aujourd'hui. Euh, bon, si je commence donc au titre de l'ANSTIA, moi j'assure aujourd'hui la présidence et je suis accompagnée de Philippe. C'est bien moi, oui. Voilà, vas-y, je te laissais te présenter à ta place, Philippe. D'accord. On était en suspension. Non, non, Philippe non, Topalian, vice-président de l'association pour l'événementiel et responsable de la production audiovisuelle à l'université Jean Moulin Lyon 3. Donc pour le CSIR, je suis Emmanuelle Vivier, donc je suis présidente de l'association. Je suis aussi DSI de l'université de Picardie Jules Verne à Amiens et je suis accompagnée de
de Pierre Solu, donc sans interruption du son. Donc, je suis effectivement vice-président du CSIR et je suis également DSI de l'Université d'Angers. Et pour le CUM, Claude-Isabelle Roux, je suis présidente de l'association, par ailleurs DSI du Crous de Paris, et je suis accompagnée de… Bonjour, David Ronja, je suis administrateur au CUM et par ailleurs responsable du numérique à l'AMU. Alors, on va faire une présentation assez rapide de nos témoins du jour. Donc, merci à eux d'être ici ce soir, enfin aujourd'hui, pour venir partager leurs expériences lors de cette crise, avec une importante délégation normande du côté de l'Université de Caen, puisque nous retrouvons 3 acteurs du CEMU, qui est donc le service d'appui à la pédagogie à l'Université de Caen, avec Janine Berthier, qui était sa directrice à l'époque du confinement, avec Dorian Launay, qui est chef de projet, et avec Mathieu Lecronier, qui est ingénieur pédagogique référent STAPS. Et nous recevons aussi du côté de Lyon 1, cette fois-ci, Solène Reynaud, qui appartient au service ICAP d'innovation pédagogique et qui pilote l'équipe vidéo, mais qui est aussi très impliquée dans les actions et les activités pédagogiques. Donc, nous allons passer au premier thème et j'ai envie de me tourner vers Janine Berthier, qui était donc directrice du service à Caen lorsque est arrivé le moment du confinement. Et le premier acte d'accompagnement, c'était effectivement déjà d'identifier les publics. Je dis bien les publics parce qu'il y a eu 2 grandes familles de publics en tout cas, ceux qui étaient vraiment habitués déjà à la pratique et à l'usage des outils numériques, et puis ceux qui découvraient au contraire tous ces outils, et peut-être pour certains même venaient tout juste d'être équipés. Je pense à certains BIATS, certains enseignants-chercheurs, la gouvernance pour poursuivre ses activités, notamment dans les conseils, dans les bureaux, etc. Et je voulais savoir du côté de Caen comment s'était passé du côté du CEMU l'identification, quel processus pour identifier ces différents publics, et peut-être en faire les catégoriser, quoi. Oui. Finalement, qui on a accompagné? Moi, je pense qu'on a accompagné tout le personnel de l'université et puis tous les acteurs de l'université, que ce soit personnel et étudiants, vraiment. Là, vous avez précisé le public. Oui, c'est vrai que tout d'un coup, on a été amené à accompagner surtout des publics qui n'étaient pas, on va dire, utilisateurs du numérique. C'est ce qui a un peu complexifié nos actions. Et oui, nous, on a vraiment accompagné de la gouvernance, parce que là, vraiment, l'équipe de direction s'est tournée vers le CEMU, parce qu'on était quand même les experts en enseignement en ligne, voilà. Voilà. Et puis, je ne sais pas si on reviendra dans le détail après, je pense. Hein, oui, on rentrera peut-être dans le détail ensuite sur les moyens d'accompagnement, mais… Donc la direction, oui, avec tous les directeurs de composantes, les étudiants également, même si là, évidemment, on a beaucoup travaillé plutôt en coordination avec la DSI, les chercheurs plutôt dans le cadre d'organisation de colloques, mais oui, on est intervenu plusieurs fois. Les BIATS, et moi, je sais que j'insisterai bien sur cette partie-là, parce que c'est là où on a pris conscience au niveau de l'établissement qu'il y avait un gros problème au niveau du personnel, on va dire, de scolarité. Le personnel de scolarité sait parfaitement gérer des enseignements, des examens en présentiel, mais là, il a fallu qu'il gère des enseignements et des examens en ligne, et là, ça a été compliqué, et là, ça a pris une grosse part de notre accompagnement. Voilà. Et puis, évidemment, tous les enseignants qui se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir transformer leurs cours et enseigner en ligne. Donc, j'imagine que sur ce point, le témoignage de vos collègues est à peu près identique. Du côté de Solène, à Lyon 1, à peu près même public, même façon de les identifier, même problème. Oui, bonjour à tous. Tout à fait, je pense qu'on a à peu près accompagné la même typologie tout à fait de personnel de l'ensemble de l'université. Alors nous, au service ICAP, on a quand même, de façon plus avec une proximité, on a travaillé plus en proximité avec les enseignants-chercheurs. Parce que la mise en place un peu rapide de ce qui a dû se faire dans tous les ateliers, tout l'accompagnement qu'on a pu mettre en place visait d'abord prioritairement les enseignants-chercheurs. Mais en fait, par voie de ricochet, on a touché en effet à la fois les BIAS, les étudiants, tout le personnel de l'université. Tout à fait.
Très bien, merci. Je vais vous proposer, si vous voulez bien, de passer à un questionnement autour des usages. Donc là, on a identifié un certain nombre de populations, on va dire, habituelles ou inhabituelles. Et puis, on a identifié ici, sur cette planche, un certain nombre d'usages par nature d'acteurs, que ce soit des évaluations en ligne, de l'animation de formation pour les enseignants, le télétravail pour les BIATS. Ça a été effectivement quelque chose de très généralisé. Pour les étudiants également, pas mal de nouveautés en termes d'usage, et de même pour les gouvernances d'établissement avec, par exemple, la dématérialisation des instances. Et puis, beaucoup de colloques autour des études ont été aussi organisés en ligne. Donc, je vais poser la question peut-être à nos collègues de Caen pour voir si, par rapport aux usages qui sont identifiés, vous avez des cas complémentaires, des cas particuliers ou des points sur lesquels vous souhaitiez un peu insister. Oh, vous avez à peu près tout dit, hein. C'est sûr que d'abord, les enseignants-chercheurs, hein, tout ce qui est cours en ligne, donc c'est surtout la bascule, en fait, le changement de modalité de leur cours qui a été hyper rapide, hein, comme pour tout le monde, et toute la question des évaluations en ligne. Hein. Clairement, ça, c'était la grande partie de notre boulot. Et donc, comme l'a dit Janine, hein, juste avant, hein, l'accompagnement de la scolarité et de la dev en général, hein, sur la gestion des examens à distance. Oui, nous, au niveau des BIAT, ce n'était pas du tout le télétravail. Le télétravail, chez nous, c'était la DSI, hein, vraiment, qui a géré tout ça. Nous, c'était vraiment l'usage de la plateforme pédagogique. Hein. C'était sur les missions des BIAT, mais qui leur imposaient d'utiliser les plateformes et aussi les outils de webconférence. Tout ce qui était e-scolarité, hein, ça allait de l'installation de salles, des contenus des examens sur les plateformes pédagogiques, la gestion des copies, comment ils les récupéraient, comment ils les renvoyaient aux enseignants, etc. Hein. Et aussi l'accompagnement des étudiants, le suivi en ligne et en direct. Hein. Par exemple, on avait mis en place un Etherpad sur chaque espace d'examen qui leur permettait de discuter directement à la fois avec l'enseignant, mais aussi avec les étudiants qui pouvaient avoir tout problème technique. Donc, on les a formés. Merci. Je vais soumettre la question similaire à Solène à Lyon. Oui, voilà. Alors nous, comme vous, en fait, on travaille vraiment sur la dynamique pédagogique. Donc nous, en effet, on a travaillé sur la plateforme d'évaluation à distance pour les étudiants, pour aussi tout ce qui est enseignement à distance. Donc, comment un peu dans l'urgence. Alors, il y avait des enseignants, hein, clairement, qui étaient déjà le pied sur l'étrier. Donc, ça a été qu'un déclencheur, puis soit certains qui avaient déjà préparé un peu tout ça au niveau de l'innovation pédagogique dans leur enseignement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont un peu contraint et forcé dû mettre le pied à l'étrier. Et donc, on a été là pour les accompagner. On a fait notamment une grosse recherche sur le matériel à disposition entre les deux vagues, entre le premier confinement et le deuxième confinement. Typiquement, on a mis du matériel à disposition, un kit, on appelait ça le kit audiovisuel, avec un bon micro, le micro Rode que j'utilise là, que vous entendez, la webcam, celle que vous voyez là, un petit pied et une tablette graphique. Dans l'idée de développer les usages, on a mis à la fois ce matériel à disposition avec tout l'accompagnement qui va autour. C'est-à-dire que ce n'était pas uniquement tenez, prenez ce matériel-là, c'était également à quoi il va vous servir, comment vous pouvez l'utiliser pour développer l'enseignement dans un contexte distanciel. Voilà. Et puis après, on a mis les ateliers aussi, comment améliorer son enseignement en distanciel, comment faire participer, comment faire de la pédagogie active en distanciel, voilà, toutes ces problématiques-là. On a travaillé, on a essayé de rebondir et puis de mettre en place tout l'accompagnement qu'il a fallu pour que ça puisse être le mieux pour tout le monde, j'allais dire. Très bien, merci beaucoup pour ces témoignages. On va passer au thème suivant. Je vais peut-être me tourner en premier lieu vers Solène on l'a déjà un petit peu évoqué lors de la précédente question, mais pour évoquer le comment, donc les outils communs, les outils individualisés aussi bien en formation qu'en information, les tutoriels, peut-être le prêt de matériel, l'évolution des locaux et peut-être aussi d'autres outils dans le comment. Est-ce que Solène, on peut avoir quelques éclaircissements sur ce qui s'est fait à Lyon? Oui, tout à fait. On est parti du principe d'essayer d'humaniser un maximum l'accompagnement. Donc, on a essayé de prioriser des temps d'ateliers en petits groupes, en fait, des ateliers d'1 heure, 1 heure et demie sur, parfois, c'était juste la manip de logiciels, découvrir WebEx ou alors utiliser OBS donc pour faire du screencast ou faire des petits montages ou dynamiser son cours, faire participer les étudiants, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment des petits ateliers courts, mais on s'est dit que ce n'était pas non plus la seule façon d'accompagner les enseignants et la demande n'était pas uniquement là. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis aussi en place tout un tas d'outils en autonomie, c'est-à-dire avec des tutoriels vidéo,
des PDF, comme c'est écrit, voilà, tout un tas de solutions qui sont consultables en autonomie et à son rythme juste quand on en a besoin. L'idée aussi, c'était d'accompagner un peu sur tous les formats, en sachant que le public d'enseignants-chercheurs, c'est un public qui est assez autonome, qui a besoin aussi de pouvoir avoir son information juste quand elle en a besoin. On a fait aussi beaucoup de webinaires, j'allais dire informatifs, c'est-à-dire juste pour communiquer là où on en est, qu'est-ce que l'université met en place pour l'accompagnement, puisque tout le monde ait le même niveau d'information, avec des webinaires qui étaient possibles, comme celui-ci, c'était possible de les revoir en replay aussi pour savoir un peu ce que propose comme dispositif l'université, qu'est-ce qui est mis à disposition des enseignants. Ça, c'était intéressant parce qu'on a du coup fait l'acquisition des kits audiovisuels qu'on a distribués massivement à tous les enseignants. Donc, ce n'est pas du prêt, on a donné ça aux enseignants pour qu'ils puissent pratiquer leur enseignement dans les meilleures conditions possibles. Et puis, il y a eu aussi l'acquisition de petits robots RapidMOOC qui permettent en fait de faire un vidéomaton, en fait, tout simplement pour pouvoir faire des cours en vidéo. Et notamment, c'était pour anticiper toute la problématique du comodal, d'avoir des étudiants à distance, en présence, d'interactivité entre les deux. Toutes ces problématiques-là, on a essayé de travailler en amont d'un point de vue technique aussi pour répondre au niveau du matériel. Et on a fait évoluer aussi les studios d'enregistrement vidéo, les studios vidéo qu'on a ici. On les a, aménagés pour pouvoir faire des webinaires avec un espace de chat, que tout soit confortable pour que des colloques ou des conférences de recherche puissent se faire de façon confortable au niveau du contenu dans nos locaux aussi. Alors, j'imagine que du côté de Caen, il y a eu aussi des outils identiques et certainement d'autres. Et je voulais savoir si par ailleurs, il y avait aussi s'il y avait une évolution dans ce comment au fur et à mesure du développement de la crise et des différentes étapes. Oui, oui, bien sûr. Alors là, peut-être qu'on va vous présenter un peu ce qu'on a fait au moment du premier confinement, parce qu'évidemment, c'est là où ça a été le plus chargé pour nous. Nous, on a fait le choix vraiment au moment du confinement d'avoir une organisation très collective. On avait déjà un réseau d'ingénieurs pédagogiques qui était déjà plus ou moins référent pour les composantes. Mais là, on s'est dit, laisser un ingénieur pédagogique porter tout l'accompagnement d'une composante, on savait que ça allait être très lourd, donc on a vraiment mis une organisation collective, c'est-à-dire qu'on avait une adresse unique qui était continuité pédagogique. Et là, toutes les demandes d'accompagnement étaient arrivées sur cette adresse et étaient traitées. Et en plus, le fait d'avoir cette démarche collective, c'est que du coup, on a impliqué tous les membres de l'équipe, même ceux qui n'étaient pas experts de Moodle, qui n'étaient pas experts en pédagogie. Donc, tous les mails, et je pense qu'on avait fait un calcul, on a fait des statistiques, on a eu presque, sur tout le premier confinement, plus de 2000 demandes de mails demandes qui sont arrivées par mail. Et on avait deux niveaux. On avait ceux qui n'étaient pas experts, qui faisaient le premier tri, qui orientaient, qui classaient selon une typologie de demande. Et puis après, derrière, on avait une armée de... Là, je vais laisser Dorian et Mathieu, on avait une armée d'ingénieurs pédagogiques qui se répartissaient les demandes. Et puis après, alors on a fait beaucoup d'échanges par téléphone avec les enseignants, finalement, parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce qui fonctionnait mieux. Et donc ça, c'est vraiment pour la partie assistance. Et puis après, on est arrivé dans la période des examens. Et là, nous, on a fait le choix de piloter complètement les examens. C'est-à-dire qu'on s'est un peu... on a pris en charge des missions qui normalement relèvent de la DEV et de la scolarité, mais on a travaillé vraiment en coordination avec et la DEV et la DSI, et on a récupéré tous les calendriers de toutes les épreuves. Et là, on a fait un tri, on a repéré les créneaux critiques. Et en parallèle, bien évidemment, alors moi, je vais peut-être laisser quand même la parole à Dorian et à Mathieu qui ont fait partie de cette armée. Dorian, si tu veux prendre la parole sur le pilotage des examens, c'est vrai que... Donc, armée, je pense que c'est vraiment le terme parce qu'on était divisé en équipes de 4 ou 5 personnes, donc expertes de la plateforme ou pas. Et donc, du coup, on assistait les enseignants donc déjà dans la création de leurs examens, dans la vérification, voire des fois on faisait des paramétrages, donc tout ce qui est tiers-temps, le temps de l'examen. Et ensuite, via l'Etherpad, on assistait lors de l'examen les enseignants. Donc, s'il y avait un souci technique, on réagissait dans l'immédiat quasiment.
Et ça, on était organisé donc en demi-journée pour la première session. C'est ça, en demi-journée. Et donc, on se répartissait, bien entendu, les examens dans l'équipe de 4 ou 5 personnes. Et ça, sur toute la semaine. Vous avez conçu un kit c'est ça, en termes d'accompagnement. Il y avait deux choses. Il fallait absolument, et ça, tous les DSI présents vont pouvoir le dire, il fallait d'abord éviter la surcharge de la plateforme. Et nous, notre gros problème, par exemple, ça a été toute la gestion des QCM pour les grands groupes, des grandes cohortes de 500 L1 qui passaient un QCM en même temps. Eh ben, on l'a expérimenté, hein, la première semaine, ça a fait sauter la plateforme. Clairement, elle n'avait pas les reins assez solides. Donc là, par exemple, justement, notre travail, ça a été aussi d'agréger tous les calendriers de tous les examens présents et les organiser par typologie et puis de préconiser, en fait, une convocation des étudiants par quart d'heure, ce qui permettait un peu de baisser la pression sur la charge de la plateforme. Et ça, pour arriver à ça, alors moi j'avais la chance vraiment d'avoir été complètement associée avec l'équipe de direction à la gestion de la crise. Et donc j'avais un temps d'échange hebdomadaire avec l'ensemble de l'équipe de direction de l'établissement et tous les directeurs de composantes. Et je leur faisais un point toutes les semaines et en disant, bah voilà, on en est là, maintenant il faut faire ça. Et j'ai vraiment... Ça a été aussi une chance, c'est qu'on a eu une écoute, on a eu une confiance complète, totale de l'équipe. Et voilà, des fois, on était dans une position où on disait à un directeur d'une équipe, non, votre épreuve, vous ne pouvez pas la passer à telle date, on décale, on met plus tard, vous faites plusieurs groupes et tout. Et on a eu une confiance et une écoute qui a été assez extraordinaire quand même. Et on a fait un kit examen, parce que si on dit ce qui s'est passé et puis on fera le point pour maintenant, c'est qu'on avait conçu un kit examen qu'un enseignant pouvait déjà pré-paramétrer, l'enseignant allait télécharger un espace dédié, hein, où il y avait évidemment toute une série de tutos et tout ça, et il importait son kit examen, hein, c'est des activités Moodle, dans son cours où il allait avoir son épreuve. On n'avait pas de plateforme d'examen, nous, hein, c'est-à-dire que chaque épreuve d'examen se déroulait dans l'espace du cours. Alors, on avait la chance aussi à Caen, c'est que la plateforme est, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais interfacée avec et intégrée au système d'information. Donc, un cours modélisé dans la Apogée égale un espace cours sur Moodle. Donc, tous les enseignants, de toute façon, avaient un espace cours. Voilà. Donc, ça a été le gros travail. Ça, c'était vraiment pour le confinement 1. Et puis, évidemment, la même chose qu'à Lyon, des ateliers. On n'a jamais eu tant de monde dans nos ateliers en webinaire. On a fait énormément de tutos. On était un peu... Alors ça, c'est pareil, ça a fait monter un peu... Alors, c'est sûr que ça a fait monter en compétence toute l'équipe, hein, parce qu'évidemment, on avait beaucoup de jeunes ingénieurs pédagogiques, ils ils ont mis les mains dans le cambouis et ils ont rédigé des tutos. On avait fait le choix de diffuser sur notre site parce que c'était plus simple. On avait, après, dans les statistiques, on a eu plus de 10 000 visites sur nos pages de tutos. On a essayé de faire des choses très simples, très pratiques. On a fait un guide spécifique pour les évaluations. Voilà. Si on compare un petit peu, oui, des formations, des webinaires. Donc ça, c'était pour la session 1 des examens. Et puis ensuite, eh bien, avant la session 2, là, moi, à la fin de la session 1, l'équipe, ils étaient, l'armée, un peu épuisés, hein, parce qu'on encadrait des fois de 7h du matin jusqu'à 20h, parce qu'on avait réparti les épreuves. Et là, moi, j'ai dit, c'est pas possible, on ne fournira pas le même effort, même s'il y a moins d'épreuves en session 2. Et c'est là où on a vraiment fait un gros travail d'accompagnement auprès des équipes de scolarité. Moi, j'ai passé une semaine à rencontrer toutes les équipes de scolarité, enfin rencontrer à distance, où je leur expliquais voilà, que de toute façon, ils seraient amenés dans les années qui viennent aussi à gérer des enseignements en ligne, des épreuves en ligne, et donc on les a formés. On a eu une superbe écoute, une collaboration incroyable. On a rédigé un guide avec eux en disant voilà comment se passe une épreuve, avant, pendant, après, qui fait quoi. Et là, voilà. Donc, et avec toujours un accompagnement, enfin une validation par les directeurs de cours. Donc ça, c'était voilà, jusqu'à
à la rentrée suivante. La même chose aussi, des équipements vidéo. Nous, on avait des systèmes de cast, de captation mobile cast sur tous les campus, avec la possibilité d'enseignants de louer. Tous les enseignants aussi pouvaient avoir une petite petite caméra, comment elle s'appelle ? Caméra U. Et puis, tous les amphis ont été équipés de systèmes de captation AVER. Voilà, donc ça, c'était un peu… là, on arrive plutôt à la rentrée l'année suivante. Juste un petit point pour rebondir. Le travail avec les scolarités, il a été bénéfique pour les deux équipes, enfin pour les équipes du CEMU, mais aussi pour les équipes de scolarité parce qu'on les formait aux usages des plateformes, mais aussi pour les équipes du CEMU qui ont mieux compris le travail des scolarités et mieux compris l'impact que ça pouvait avoir sur nos plateformes pédagogiques. Et ça, pour le coup, on en parlera tout à l'heure, mais ça se ressent aussi encore maintenant. Bien, merci beaucoup pour ces précisions aussi détaillées que chronologiques. Je me retourne à nouveau vers Solène parce que c'est quelque chose qui me tient aussi un petit peu à cœur, mais effectivement, il y avait tous ces nouveaux usagers du numérique, mais aussi toutes ces personnes qui d'un coup se retrouvaient devant une caméra sans vraiment connaître les usages ni les règles, et qui petit à petit, alors c'était moins vrai au début où ma foi tout passait un petit peu, mais petit à petit il fallait rendre toutes ces apparitions attractives et peut-être former tous ces gens et les informer. Est-ce que Lyon 1 a travaillé dans ce sens ? Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que très vite, la demande est remontée de la part des enseignants, en fait, de pouvoir améliorer leur vidéo, en fait. Comment améliorer ma vidéo ? C'était vraiment une question récurrente parce qu'on a fait aussi un peu, comme à Caen, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le système de ticketing, où en fait, voilà, ça on a mis, c'est vrai que c'était vraiment hyper efficace pour niveler les demandes, les répartir. Enfin, ça a été vraiment, d'ailleurs, on continue aujourd'hui, en fait, ça marche très bien. Et c'est vrai que ça a permis de faire remonter le besoin de dire, en fait, je perds l'attention de mes étudiants, ils n'en peuvent plus. Voilà. Comment faire pour améliorer tout ça, en fait. Et du coup, on a mis en place des petites formations d'1h30 sur vraiment comment améliorer ma vidéo. C'est-à-dire comment, OK, j'ai une webcam, mais comment éviter le contre-jour, où la placer, comment placer mon micro, comment faire mon discours face à la caméra, comment captiver mon auditeur, en fait. Les questions de média training, tout ça, on les a abordées. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment une demande très forte de la part des enseignants de monter en compétence sur ces domaines-là, en fait, chose qu'il n'y avait pas du tout avant, en fait. Ça, on l'a vu dès le premier confinement, en fait. Donc, c'est des formations qui ont eu beaucoup de succès, en fait. Et là, d'ailleurs, on poursuit, on va parler tout à l'heure de la suite, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on poursuit dans le plan de formation qu'on est en train dans l'espace de formation qu'on est en train de faire évoluer. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, on va peut-être rebondir sur le thème suivant. Oui. On a parlé d'usage, on a parlé de tout ce qui s'est passé dans la chronologie. Faisons un petit point, si vous voulez bien, sur la partie organisation, que ce soit en termes de structure et services impliqués, sur les acteurs et sur les métiers, et puis le pilotage de l'ensemble. Alors, j'ai noté quelques mots-clés de ce que vous nous avez indiqué, que je vous laisserai donc compléter. Certains ont parlé d'armée, d'autres vous avez parlé du fait d'avoir été intégré dans les cellules de crise ou dans les équipes de crise. Le mot task force a été prononcé aussi. Et puis, deux éléments importants, c'est transversalité et collaboration. Donc, peut-être que du côté de Caen, vous pouvez témoigner un petit peu de justement quelles étaient les organisations associées à cet accompagnement, sans forcément redire ce qui a déjà été dit, puisque vous en avez déjà parlé. Oui, on a un petit peu parlé, mais c'est vrai qu'on a énormément travaillé directement avec l'équipe de direction et avec les autres services. C'est-à-dire qu'on a énormément travaillé avec l'ADEV, la DSI. Voilà. Après, il n'y a jamais eu autant de dialogue. Il n'y a jamais eu autant de dialogue. Je veux dire, vous êtes beaucoup DSI, mais on se battait avec notre DSI pour avoir, par exemple, des serveurs un peu plus puissants derrière notre système de webconf de Bigloton. Ben voilà, on est passé d'un serveur à 26 serveurs. Donc, voilà, c'est la crise a eu du bon. Après, voilà, je pense qu'on a déjà un petit peu expliqué dans le comment les équipes avec qui on a travaillé. Oui, et Solène, sur la partie justement organisation, est-ce qu'il
y a des compléments à apporter par rapport à ce qui a été dit, juste dans un focus sur ce sujet? Oui, alors à ICAP, nous, on a travaillé vraiment de façon très, très étroite avec le VP numérique, en fait. Disons que c'était un travail collaboratif intense, en fait, sur à la fois faire remonter les demandes, les besoins, voir la possibilité des budgets, prendre des décisions, en fait, de façon assez réactive. C'est vrai que ce qui est marrant, c'est ce que la crise que ça nous a, je pense que ce qui nous a marqué tous, mais en fait, on a réussi à améliorer sa façon, en tout cas, je parle pour mon service, de fluidifier la transmission de l'information. C'est-à-dire qu'on avait de façon beaucoup plus, on a trouvé d'autres canaux, on utilise beaucoup plus le chat. D'ailleurs, maintenant, on continue en fait de dialoguer non plus uniquement par mail, mais par chat, de prendre le téléphone suivant le contexte. En fait, il y a une espèce de prise de décision plus rapide, de façon de travailler ensemble qui est plus réactive et qui est plus efficace, surtout en fait. Et de travailler plus en étoile, en fait, en répartition des tâches, enfin voilà, quelque chose de plus agile, en fait, tout simplement. Et ça a été vraiment intéressant parce que la crise nous a confrontés à nous mettre directement les mains dans le cambouis et à travailler comme ça. Nous, le directeur de notre service avait déjà cet esprit-là, enfin, il travaillait déjà, il avait mis en place un peu pour travailler comme ça. Ça a été révélé un peu par la crise qu'on a traversée. Et là, du coup, on continue sur ces bonnes pratiques. Je trouve ça assez intéressant. Je plus sois totalement sur l'utilisation du chat. Hein. On avait un Slack qui vivotait juste avant le confinement et son usage a explosé. C'était voilà, on avait la version gratuite. Très vite, l'usage a explosé. Il a fallu passer à une version presque payante et puis passer aux outils établissements qui sont Rocket Chat maintenant. Mais on voit bien que l'usage, il est resté. D'accord. Et cette notion de désilotage et de transversalité qui a été facilitée, accrue et maintenant qui se pérennise, si j'ai bien compris aussi, si on peut parler de post-crise, mais en tout cas, quelque chose qui est devenu ce qui est entré dans les habitudes. Ouais. Okay, très bien. Merci beaucoup. On vient de l'évoquer à l'instant. On va maintenant parler du et après, de toute cette pérennisation des outils et de leurs usages ce besoin de prolonger après la crise ou en fin de crise l'utilisation de ces outils. Donc tout le monde l'a ressenti. On les a à peu près tous distingués. Je pense que c'est votre cas également. Je m'adresse à Solène et peut-être aussi savoir si, une fois qu'on a réussi à identifier ces usages et ces outils à pérenniser, on mettait en face des moyens pour leur entretien, des moyens d'investissement matériel et des moyens effectivement RH en face. C'est clair que la crise a permis d'introduire l'hybridation des enseignements de façon un peu plus exponentielle, j'allais dire. Et du coup, il y a clairement la volonté de poursuivre dans cet axe-là. Il y a une demande aussi de la part des étudiants, clairement, de poursuivre l'hybridation, parce qu'il y a un intérêt pour tout le monde, en fait. Et pour l'apprentissage et pour l'université, enfin voilà, pour tout le monde. Du coup, clairement, il y a, nous, à Lyon 1, on est en train de passer, symboliquement, on avait créé un plan de formation, on est en train de passer à un espace de formation. C'est-à-dire qu'on va lui donner une dynamique. Là, c'est le projet sur 2022. C'est plus uniquement un catalogue de formation qu'on propose avec des tutoriels comme ça à droite à gauche. On passe vraiment à un côté espace de formation qui soit à la fois pour les équipes pédagogiques un lieu formatif, donc ils peuvent trouver des formations, des lieux d'auto-formation et des lieux aussi de formation continue où il y a une veille qui soit faite, qu'on puisse avoir des formations hybrides à l'intérieur où ils pourront se former tout seuls. Enfin voilà, tout ça qui a vraiment un espace de formation autour de l'innovation pédagogique qui répond vraiment aux besoins et aux attentes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de capitaliser sur ce qu'on a vécu finalement pendant les différentes périodes de la crise. Après, par rapport aux moyens financiers et humains, alors les moyens financiers, il y a de l'investissement matériel clairement qui a été fait, de l'investissement dans les infrastructures, dans les serveurs, tout ça. Donc là, je pense que de ce côté-là, Lyon 1 maintient et développe voilà. Le côté moyen humain, c'est pérenne qui est voilà, on est toujours dans une dynamique de recrutement de CDD sur CDD. Voilà, on n'est pas encore dans une dynamique de pérenniser les postes sur le long terme en fait. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, à voir après, je n'ai pas forcément vu toutes les décisions politiques qui vont être faites dans l'année qui vient. Mais voilà, à mon niveau, en tout cas, je constate que du coup, il y a encore toujours un turnover de CDD qui sont des gens informés. Ça fait du sang neuf dans les services, c'est intéressant. Et en même temps, du coup, on laisse partir des gens compétents qui sont formés. Donc c'est toujours dommage de voir ces gens-là partir. Donc, voilà, de ce côté-là, moi, je trouve que c'est un peu une perte aussi, quelque part. Après…
parce que j'enchaîne sur les formations pour la montée en compétences des équipes. Quelles sont les formations pour la montée en compétences des équipes d'appui? Nous, clairement, par exemple, sur cette année, là, on va bientôt suivre une formation en média training. Nous, l'équipe vidéo, dans l'idée de monter en compétences et de proposer en interne des formations de média training aux enseignants. Il y a vraiment une forte demande là-dessus. Il y a un besoin sur l'expression face caméra qui sert aussi pour l'expression en CM, en TPTD. On trouve un peu les mêmes techniques d'acteurs, quoi. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on souhaite. Il y a un besoin d'accompagnement là-dessus. Donc, c'est des choses, en effet, il y a vraiment des formations qui sont mises en place, tout à fait. On a la possibilité de monter en compétences sur des domaines-là. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Du côté de Caen, alors ICAP est un service important. Je sais que du côté de Caen, le CEMU est un service très important en termes de personnel. J'imagine que vous avez déjà envisagé le et maintenant, mais aussi le et après et ce qu'il fallait fournir pour encaisser ce et après et le faire correctement. Ouais, tu veux prendre la parole? Nous, juste ce qu'on voulait dire, c'était que ce qu'on avait remarqué, c'était que certains enseignants avaient bien vu, on peut dire, grâce à la pandémie, l'intérêt d'une plateforme e-learning et que c'était possible d'enseigner à distance et de faire de l'hybridation. Mais qu'aujourd'hui, avec la rentrée en présentiel, on ne va pas dire pas, mais on continue dans cette démarche. En fait. Oui, on est beaucoup moins enthousiaste qu'à Lyon. Ouais. Nous, on a vraiment, au contraire, quand il y a eu la rentrée, on s'est dit, oh là là, moi j'étais à l'époque, je disais, mais oh là, on va être submergé de demandes pour l'hybridation, quoi, puisqu'ils avaient découvert les outils, ils avaient été formés, il y avait des moyens qui avaient été mis à leur disposition. On s'est dit, oh là là, on va encore. Et là, pouf, rien. C'est-à-dire, à part quelques enseignants mais qui étaient déjà des enseignants qui étaient un peu à l'aise, qui étaient déjà dans cette démarche, nous, on a été vraiment surpris. On a eu du coup très peu on avait remis en place énormément de formations, justement, aussi beaucoup de formations à l'usage, puisqu'il y avait ces castes, il y avait des systèmes de webconférences dans tous les amphis, donc on a beaucoup orienté nos formations sur le matériel vidéo, sur Moodle, et alors là, ça a été un flop complet. Mais vraiment, c'était... Et même encore cette année, quoi. Et quand on rencontre les enseignants, les enseignants, ils nous disent qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils sont débordés par les charges administratives, ils sont fatigués, et même, c'est pas l'envie qui leur en manque, hein. S'ils n'hybrident pas, c'est pas parce qu'ils ne sont pas pour, voilà. Mais vraiment, et on ressent encore au bout d'une année, une espèce d'épuisement qui fait que rien ne se passe. Hein. Alors par contre, du côté, je vais laisser toi continuer. Laisser la parole peut-être Mathieu. Tu voulais parler de quoi? Au niveau de notre équipe, au niveau de l'équipe, ça a quand même pas mal évolué. Alors, ça a évolué, il y a eu une montée en compétences, mais pareil, il y a une fatigue aussi, il y a une fatigue de nos équipes. Donc, c'est quand même assez compliqué de les engager sur des nouveaux projets. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, et notamment notre réseau d'ingénieurs pédagogiques référents de chaque composante, ils ont été beaucoup mieux identifiés dans les composantes. Leurs missions ont mieux été prises en compte et identifiées aussi par les enseignants, les équipes de direction des composantes, les scolarités, etc. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins maintenant vus comme des, entre guillemets, pouce-boutons techniques, mais plutôt comme des accompagnants aussi pédagogiques dans toute la palette de ce que peut être la pédagogie en ligne, en fait. Et donc ça c'est un plus. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, Janine, on était beaucoup d'ingénieurs pédagogiques juniors, on va dire. Et là, c'est devenu une équipe finalement en peu de temps assez aguerrie. Voilà. Mais par contre, quand même, en même temps, les ingénieurs pédagogiques ont été identifiés, donc ça a été très bien. Mais maintenant, on en demande trop aux ingénieurs pédagogiques, quoi. Moi, un ingénieur pédagogique, il fait de l'ingénierie pédagogique. Nous, maintenant, on a l'impression qu'ils font de l'ingénierie pédagogique. Alors, avec la réforme APC, quand on a lancé l'APC, moi, j'ai alerté en disant, mais attendez, APC, c'est pas la spécialité, l'approche par compétence, c'est pas la spécialité des ingénieurs pédagogiques, c'est des ingénieurs de formation. Je suis allée voir du côté de l'ADEF, du côté du SUFCA, de l'espace orientation. J'ai dit, s'il faut construire quelque chose,
c'est avec vous. Finalement, tout est retombé sur les ingénieurs pédagogiques. Je pense que les ingénieurs pédagogiques, actuellement, c'est compliqué pour eux, quoi, parce qu'ils sont sur tous les fronts. Et ça, alors c'était bien parce qu'ils ont été identifiés, mais alors c'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu nécessaire aussi de bien redéfinir les missions d'un ingénieur pédagogique. Je vous confirme, c'est également le cas aussi pour l'audiovisuel où oui, il y a des sollicitations multiples, effectivement, et on a l'impression qu'il faut qu'on abonde de partout, alors c'est de la question que je vais vous poser suite à votre constat. Est-ce que vous avez prévu de relancer la machine par de l'information et pour relancer peut-être les enseignants et les personnels BIATS concernés vers ces modules de formation, ou est-ce que vous attendez la fin de la lassitude avant de les ressolliciter, parce que c'est aussi, j'imagine, une des solutions pour dégager un peu de temps du côté des ingénieurs pédagogiques. On les sollicite, on imagine toutes les formes possibles, imaginables qui pourraient répondre à leurs contraintes, à leurs besoins. On valorise énormément, c'est-à-dire qu'on est presque arrivé à ce qu'un enseignant qui s'engage dans un parcours de formation, on peut le valoriser en heures. En plus, on a des budgets, vous parliez de moyens financiers. Bon, on a eu... ça, c'est aussi le problème, c'est qu'on fonctionne beaucoup avec des appels à projets, avec de l'argent qui arrive, il faut le dépenser, on recrute, ce que disait Solène, et puis on garde un peu, et puis après les gens s'en vont, c'est un peu compliqué. Mais même malgré ça, même malgré le fait qu'on vous dise à un enseignant, vous pouvez être valorisé en heures, ça ne fonctionne pas. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à l'écoute, ça ne veut pas dire qu'ils sont... et quand ils ont... nos ingénieurs pédagogiques sont énormément mobilisés, mais finalement, on se rend compte que... moi, c'est pour ça qu'on fait, c'est que les enseignants, c'est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont un besoin, ils aiment bien qu'on réponde tout de suite à leurs besoins, et ce qui fonctionne quand même le mieux, c'est l'accompagnement individuel, et on voit bien, nos ingénieurs pédagogiques, ils font beaucoup d'accompagnement individuel. C'est un enseignant a un projet, un enseignant a besoin, il rentre en contact avec l'ingénieur pédagogique. Et évidemment, après, c'est là où le rôle d'ingénieur pédagogique est important. C'est lui qui renverra peut-être faire sur une formation, sur un appel à projet, sur un échange avec une autre équipe. Mais sinon, c'est compliqué. Je rebondis un peu sur la désertion qu'il y a eu à la rentrée 2021. Là. À Lyon 1 aussi, on a eu beaucoup moins de participants dans les ateliers, il y a eu beaucoup moins il y a une lassitude clairement des enseignants, ce qui est complètement légitime. Je veux dire, après toutes les rentrées, de toute façon, la période septembre-décembre, c'est une période où les enseignants sont pris par leur enseignement. Donc clairement, il y a moins de demandes pour l'accompagnement sur cette période-là, mais c'est vrai que de façon significative sur 2021, là, c'était assez frappant de voir qu'il y avait beaucoup moins de présents dans les ateliers, d'enseignants présents. Et en même temps, là, ce qu'on revoit là depuis les ateliers depuis début janvier, ça y est, c'est reparti, j'allais dire. Et clairement, il y a vraiment j'en animais un encore en début d'après-midi. Clairement, ils reviennent encore sur le besoin de... alors moi, c'est vraiment utiliser la vidéo pour enseigner, mais c'est vraiment... Voilà, le besoin de dire comment faire participer à distance. Il y a toujours ces problématiques-là qui sont dans l'idée, je veux dire, d'améliorer leur enseignement avec la partie hybridation et de se former, de savoir comment ça fonctionne pour optimiser leur enseignement. En gros, tout ce qu'ils ont vécu de façon contrainte sur les 2 dernières années, de le transformer, de capitaliser dessus pour le transformer en quelque chose de positif et de maîtriser, en fait, j'allais dire. D'anticiper un peu les contraintes qui leur ont été imposées, de passer en distanciel, de voir qu'il y a quand même de l'intérêt dedans. Et il y a vraiment, moi, je ressens vraiment cette volonté d'être accompagné là-dessus. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience du côté de Caen et du côté de Lyon 1. Je pense qu'il doit y avoir un petit moment où on sollicite l'assistance sur une question précise. Donc, avec le micro, c'est mieux. Oui, j'avais mon micro. C'était tout de même clair. Mais... Donc, ce qu'on vous propose là tout de suite, c'est de répondre à un petit sondage Booklab. Donc là, on a évoqué un certain nombre de formes d'accompagnement. Donc, on vous demande d'exprimer à travers le Booklab là, dont vous voyez le lien qui apparaît dans la discussion, d'exprimer un petit peu des formes d'accompagnement que vous avez rencontrées dans vos établissements. Alors, peut-être des choses qui ont déjà été citées, mais
peut-être aussi d'autres formes d'accompagnement qui vous viennent à l'esprit. Donc, on vous laisse quelques petites minutes pour répondre au sondage. Lisa, si tu peux partager l'écran. Vous voyez l'écran là ou pas? On voit l'écran du sondage, oui. Ah bon. Il y a un problème sur le partage. C'est pas grave, on va vous envoyer les réponses après. Je ne sais pas pourquoi. On voit pas le. Vous voyez pas les réponses là, hein? Non, on voit juste la question posée en fait. Et on voit Claude Isa y répondre. Ouais, mais du coup, je vois pas le résultat. D'accord, c'est parce que bon, c'est pas grave. Donc, on a quand même pas mal de réponses. Je vais vous les partager. Je vais faire une copie d'écran qu'on va partager. Donc, ça, c'était la première question. Et on avait une deuxième question. Je vais attendre encore quelques petits instants. Donc, la deuxième question, peut-être pour que vous commenciez à y réfléchir, c'est exprimer votre ressenti par rapport à l'accompagnement. En un mot, quel est pour vous le ressenti sur toutes les formes d'accompagnement que vous avez pu mettre en place au niveau de vos équipes et de vos établissements? Tu l'as lancé là? Oui, c'est lancé. Oui. D'accord. Je vais vous partager l'écran parce que j'arrive plus à partager le mien. Et j'ai un problème de partage, j'ai un problème de débit en fait. Donc je peux lire surcharge, individualisation, épuisant, difficile, indispensable, léger, sur Booking. Je vais faire des copies d'écran, là. Je vais le couper, je vais faire des copies d'écran. Je te laisse faire la synthèse si tu veux, Emmanuel, et je vais partager les copies d'écran après. Oui, donc le terme du webinaire approche, donc je vous propose de tenter de faire une petite synthèse de ce qui s'est dit, hein. Donc moi j'ai noté quelques éléments importants, tu compléteras Sophie, hein, si besoin. Donc moi j'ai noté quand même beaucoup de choses autour du collectif, hein, donc de l'organisation collective des équipes d'accompagnement. Donc ça, c'est un premier point, mais aussi de collectif par rapport aux équipes de direction, aux vice-présidents. Donc je pense que ça, c'est un point qui est ressorti de manière significative. Après, j'ai noté aussi une modification des pratiques. Donc on a dû mettre en place des pratiques un petit peu différentes pour faire face à cet accompagnement qui était très important. Donc, modification des pratiques collaboratives avec des outils qui ont été mis en place pour la crise sanitaire et qui continuent à être utilisés. Après, bon, il y a des choses sur le constat, hein, de la période écoulée qui concerne quand même les ressources humaines avec quelque chose qui est ressorti des deux témoignages, hein, qui est le problème de pérennisation des postes, hein, et le turnover dans les équipes, puisque même si les utilisateurs et les équipes de direction ont pris conscience de l'importance du rôle des ingénieurs pédagogiques et de l'accompagnement, pour autant, il n'y a pas forcément encore de postes pérennes qui sont forcément créés dans les différentes structures. Voilà, j'ai noté aussi des points sur les montées en compétences des équipes et puis un point important là qui est souligné par les deux établissements, qui est le soufflet qui retombe un petit peu post-crise sanitaire. Voilà, bon, côté équipe par une certaine lassitude et côté usager par une lassitude aussi, et puis peut-être aussi l'envie de reprendre des activités un peu plus classiques en présentiel. Voilà un petit peu ce que j'ai noté. Je ne sais pas si tu as noté d'autres choses, Sophie. Non, tu as fait la synthèse. Donc là, on va voir si on peut vous partager le résultat des nuages de mots. Si toutefois Claude Izan n'y arrive pas de suite, c'est pas grave, on les rajoutera dans le montage et on vous les partagera si vous les souhaitez. Ou je vais les partager dans le chat, tiens, peut-être pendant ce temps-là.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Ben voilà, ça On arrive. les voit. Voilà. Ouais. Ça a été rapide. T'as vu Si un vous peu. avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires, des remarques. Il nous reste 5-6 minutes. Donc, vous pouvez discuter par le chat et puis on va relayer les questions. Il y a Déjà, on peut voir. Il y a 3 questions dans le chat, oui. Ah non, c'est le WooClap. Non, c'était les commentaires de tout à l'heure. D'accord. On voit du babysitting, là. Je ne sais pas trop à Ouais. quoi ça correspond. Bon, en tous les cas, on voit bien formation, tutoriel, webinaire. Formation revient total visio. Oui, puis je vois Outline. Outline, c'est vrai qu'il y a eu le système de ticketing là, qui a été mentionné par Lyon 1. Je pense que c'est des choses qu'on a mis en place aussi dans nos différents établissements et qui sont restés de manière à mieux organiser. Et certains établissements sont en train d'y réfléchir, justement, d'autres établissements. Ouais. Donc, des questions, des commentaires? Est-ce que ce qui a été dit par nos collègues correspond à ce que vous avez vécu ou est-ce que vous avez des choses un peu particulières? Attends, on va rajouter le ressenti maintenant. C'est pas moi qui ai trié, c'est pas moi qui ai défini ni la couleur ni la taille du mot. Épuisant, je crois que c'est clair. Ouais. Et après, quelque chose que j'ai peut-être pas mentionné dans la synthèse, mais c'est vrai que là, on a parlé d'accompagnement individuel. Donc la joie rendez-vous one-to-one. Finalement, il y a toujours, quels que soient tous les dispositifs qu'on peut proposer, il y a toujours un moment où les enseignants ou les personnes qu'on accompagne ont besoin de... On a parlé d'humanité aussi dans l'accompagnement tout à l'heure. Il y a toujours un moment où on a besoin d'avoir une personne en face de soi pour être accompagné. On voit quand même des choses positives. Remerciements, revivifiants, stimulants. Oui, mais c'est vrai que le mot épuisant en rouge au centre est le plus gros, effectivement. Quand on sait que la taille est fonction du nombre de réponses, effectivement, c'est quand même une conclusion qui est assez claire. Et c'est vrai qu'on a quand même, il faut reconnaître, hein, nous, on partageait ça, ça faisait du bien à toute l'équipe. On a quand même aussi reçu énormément de mails de remerciements d'enseignants. Ça, il faut le reconnaître. C'est vrai. Oui. On se les partage. Oui. Comme tu l'as dit, Janine, ça a mis en valeur de façon vraiment importante le métier, les compétences, le service qui était rendu. Et pour beaucoup, et les gouvernances et les enseignants ont vraiment remercié. Ça a vraiment mis en valeur les compétences et ces services d'appui à la pédagogie, à l'innovation, à l'audiovisuel. Mais maintenant, qui ressort, et maintenant dans la durée, c'était un débat que l'on avait juste avant que tout le monde se connecte, c'est les services, bon, ça a été dit par vous tous, sont fatigués, épuisés, etc. Le turnover pour les managers ne facilite pas la stabilisation des équipes. Enfin, il y a tous ces sujets-là maintenant, parce qu'on a vu que on a eu de nouveaux publics, une augmentation des usages, une augmentation de tout, mais pas forcément une augmentation des ressources humaines. Voilà, et pas forcément de pérennisation des postes. Et s'il y a augmentation de ressources humaines, c'est uniquement via appel à projet, donc on précarise et on continue ces problématiques de précarité dans les services, d'attirer, former, recruter, quand ils sont bons, ils partent ailleurs. Et puis difficulté quand les postes sont ouverts à recruter, parce que le recrutement n'est pas si facile que ça. On devient pas toujours, de moins en moins attractif par rapport au privé ou à l'extérieur. Alors nous, on est complètement confrontés à ça. C'est-à-dire que nous, là, actuellement, on va être, je pense, confrontés à, on va appeler ça, Mathieu, on a parlé des fuites de cerveau, mais c'est-à-dire que nos jeunes ingénieurs qui sont arrivés, là, ils sont montés en compétences, et là, ils sont démarchés et ils s'en vont. Hein. Le secteur privé a d'autres moyens pour les attirer, même si c'est pas le même métier. Hein. Donc, ce que j'ai dit dans divers, il y a eu plusieurs articles à ce propos, parce que c'est une réflexion qu'on a beaucoup eue au sein de l'ANSTIA, c'est qu'on se retrouve, nous, avec des personnels type BAPF, hein, donc essentiellement ingénieurs pédas et personnel des services audiovisuels, à avoir aujourd'hui exactement les mêmes problématiques que les BAPE, vous, DSI, avez depuis une dizaine d'années. La difficulté de recrutement, parce que le vivier n'est pas suffisant, et parce que nos conditions d'exercice ne sont pas forcément très attractives. Hein. Alors, il n'y a pas que le salaire, mais c'est vrai que la précarité des contrats qu'on propose, le fait qu'on ne puisse pas recruter direct en CDI, et alors je ne parle même pas des postes de fonctionnaires,
on se retrouve dans une extrême difficulté pour recruter, même quand on a des supports d'emploi vacants. Et donc ça, c'est un vrai sujet pour nous, pour l'avenir des structures en général. Et pourtant, on a des structures à partir desquelles on pourrait donner du sens à nos métiers, parce que ce qu'on fait, c'est plein de sens. Mais quelque part, on n'arrive peut-être pas à le mettre en valeur ou on l'a peut-être un peu perdu. Alors là, il y a une remarque au niveau du chat, quelqu'un qui indique que peut-être pour pérenniser les dispositifs, il faut faire appel à des contractuels étudiants pour l'accompagnement. Certaines tâches, c'est évident, mais les contractuels étudiants ne vont pas pouvoir remplacer sur toutes les missions. Et il y a aussi la même problématique de recruter, de former. Qui c'est qui va faire ça? Donc, mais là, on se retrouve, je pense, à un tournant très important sur tous ces métiers qui sont autour de l'accompagnement et avec de vrais enjeux pour l'avenir. Et c'est vrai qu'avec une grande concurrence, c'est-à-dire de toute façon, tous les organismes de formation se sont mis, évidemment, eux aussi, à l'enseignement en ligne, à l'hybridation. Peut-être qu'ils ont même mieux réussi que nous à l'université. Et voilà, et tous les jeunes qui ont été formés à l'université vont se tourner vers ces structures, quoi. Parce qu'en plus, alors c'est pas le même type de travail, mais voilà, des fois, en plus, c'est compliqué, hein, l'université, parce que vous avez un rôle d'accompagnement, mais souvent l'accompagnement, enfin, le meilleur accompagnement qui existe, c'est quand la personne en face a besoin de vous et vous l'exprime, et puis vous allez vous l'accompagner, c'est génial, quoi. Mais nous, on est souvent dans une démarche où voilà, il faut qu'on aille chercher, voilà, il faut qu'on comment dire, presque, oui, et les rapports ne sont pas toujours simples avec les enseignants, quoi. Alors que des fois, dans des boîtes, des organismes de formation, à la limite, les échanges, les accompagnements sont plus simples, hein. L'accompagnement à l'université, c'est complexe, hein. L'enseignant-chercheur est une espèce complexe. C'est ça. Hein. Et les jeunes ingénieurs pédagogiques, des fois, ils sont confrontés à des comportements pas toujours très bienveillants. Donc, à côté de ça, évidemment, il y a plein de choses intéressantes à l'université, mais il y a le mot épuisant, le mot tout ça. C'est vrai que des fois, de regarder Mathieu, vous pouvez témoigner en tant qu'ingénieur pédagogique, mais des fois, c'est presque de l'accompagnement. C'est des fois un peu une lutte, hein. Donc, voilà. Merci beaucoup, Janine. On pourrait parler encore des heures là-dessus, je pense, mais on va être obligé de couper.